Dans ce nouveau volet, nous allons apprendre à automatiser l'exportation des données de table Access dans des fichiers CSV prêts à être exploités par des logiciels tiers comme Excel par exemple. Pour développer l'étude, nous suggérons d'appuyer les travaux à partir d'une base de données Access hébergeant un formulaire permettant déjà de choisir l'une des tables à exporter par le biais d'une liste déroulante. Et comme toujours, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez donc, et comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base de données est constituée de 7 tables et d'un formulaire. Les tables abritent des questionnaires destinés à une application d'évaluation. Ils sont très anciens et ne sont donc plus d'actualité. Qu'à cela ne tienne, seules les données à manipuler et à exporter fidèlement nous intéressent. Pour débuter, je vous invite, dans le volet de navigation, à double-cliquer sur le formulaire F-question pour l'exécuter. Nous découvrons effectivement une liste déroulante placée au-dessus de 2 boutons. Le premier doit servir à exporter les données de la table choisie au format CSV. Le second doit simplement permettre de fermer le formulaire. Si vous déployez donc cette liste déroulante, eh bien, vous remarquez que ce sont tous les questionnaires qui sont proposés, soit tous les noms des tables du volet de navigation. Et c'est un code VBA Access existant que nous avons développé à l'occasion d'une précédente astuce qui se charge de remplir cette liste déroulante de tous les noms de tables dans la mesure où il ne s'agit pas de tables du système. Au choix de l'un de ces noms et au clic sur le bouton exporter, nous devons livrer le contenu de la table désignée au format CSV pour pouvoir l'exploiter dans un autre logiciel comme nous l'avons dit, par exemple avec Excel. Et comme vous le savez, le CSV est effectivement un format de communication universelle. Pour débuter, nous devons commencer par créer la procédure VBA capable de se déclencher au clic sur ce bouton exporter. Nous devons aussi déclarer les variables nécessaires au traitement. Il est notamment question de piloter la base de données et ses enregistrements avec des objets dédiés. Mais nous sommes acclimatés désormais. Nous devons aussi pointer sur le fichier à créer dans le sous-dossier export pour y écrire les informations structurées issues de la table désignée par l'utilisateur. En effet, et vous le constaterez, eh bien, la décompression des sources qui sont proposées au téléchargement depuis le site Bombache livre le fichier de la base de données avec un sous-dossier qui est dédié à recevoir ces exportations au format CSV. À gauche du ruban Accueil pour poursuivre, je vous propose maintenant de cliquer sur la flèche du bouton Affichage dans les propositions de choisir le mode Création. Sur le formulaire en conception, à cliquer sur le bouton Exporter pour le sélectionner et dès lors, nous allons activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété, puis je vous propose de cliquer sur le petit bouton qui est associé à son événement au clic et dans la boîte de dialogue qui suit de choisir le générateur de code que nous validons par le bouton OK. De fait, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Exporter clic. Exporter est le nom du bouton, clic est son événement associé. Son code se déclenchera au clic sur le bouton Exporter. Au passage, vous notez la présence de la procédure Form Current, c'est elle qui se charge de parcourir toutes les tables de la base de données au chargement du formulaire for each table in base table defs, et donc pour remplir la liste déroulante de tous ces noms avec la méthode addItem, appliquée effectivement à cette liste déroulante qui se nomme questionnaire. Désormais donc, dans la procédure exporter clic, il est question, nous l'avons dit, de déclarer les premières variables, mot-clé dim. Je vous propose de nommer la première base et que nous déclarons comme un objet de type database. Tout simplement par instantiation pour pouvoir hériter des propriétés méthodes permettant de manipuler les objets de cette base de données en cours. Et dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer un second objet, ENR pour enregistrement, que nous typons comme un objet de type recordSet. Il va exploiter une méthode de cet objet base pour pouvoir pointer et manipuler les enregistrements de la table désignée par l'utilisateur. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons non table et que nous typons comme un texte, c'est-à-dire as
string, de manière à pouvoir récupérer explicitement le nom de la table choisie par l'utilisateur par le biais de la liste déroulante. Ensuite, nous déclarons une variable que je vous propose de nommer ligne et que nous typons comme un string. Son rôle sera de recomposer chaque ligne à inscrire dans le fichier CSV avec les données de champ de chaque enregistrement passé en revue et chaque donnée de champ séparée d'une autre par un point-virgule. Et c'est ainsi que nous allons concevoir effectivement ce fichier CSV avec des délimiteurs. Puis nous avons besoin bien sûr du chemin d'accès complet pour pouvoir créer ce fichier CSV et y inscrire des informations. Nous nommons cette variable non-f, naturellement nous la typons comme un texte as string. Et là, une variable qui n'est pas absolument nécessaire d'ailleurs, mais nous allons quand même prendre soin de la déclarer même libre, que nous typons comme un entier classique, un integer. C'est une variable qui va recevoir, nous le verrons, un numéro d'allocation mémoire libre pour pouvoir effectivement écrire les données dans le fichier CSV, car l'écriture comme la lecture se fait en mémoire, et c'est seulement après, à la fermeture, que l'inscription est faite en dur sur le disque. Comme il est de coutume, après les déclarations viennent les affectations. Nous allons certes calibrer le chemin d'accès pour l'écriture, mais nous allons surtout en profiter pour initialiser nos objets de base de données. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, nous allons ajouter quelques instructions VBA, en commençant justement par une instruction conditionnelle qui consiste à questionner précisément notre liste déroulante qui se nomme questionnaire par le biais de sa propriété value pour connaître son contenu. Et l'objectif est de savoir si ce contenu n'est pas vide. En d'autres termes, si l'utilisateur a bien choisi une table, car si tel n'est pas le cas, vous en conviendrez, il n'est pas nécessaire de poursuivre le traitement, nous devons l'avorter. Et donc, c'est cette sécurité que nous mettons en place grâce à cette instruction conditionnelle. Dès lors, si une table a bien été choisie, nous allons exploiter notre variable non-table pour pouvoir réceptionner son nom. Et là, encore une fois, c'est la propriété value de la liste déroulante nommée questionnaire qui permet de retourner ce résultat. Nous devons ensuite recomposer le chemin d'accès complet au fichier CSV à créer. Nous devons pointer sur le dossier local, celui de l'application, et entrer dans le sous-dossier export. Et pour cela, nous l'avons déjà vu avec une précédente astuce VBA Access. Il existe donc un objet, alors faut-il encore ne pas faire de faute de frappe, qui se nomme current project et qui propose une propriété path qui porte bien son nom, qui renvoie le chemin d'accès local à l'application Access en cours d'exécution, que nous allons concaténer entre guillemets avec un anti-slash au sous-dossier export pour pouvoir entrer dedans. C'est bien lui qui doit héberger ces fichiers CSV, et de nouveau un anti-slash pour entrer dans ce sous-dossier. Nous fermons les guillemets pour pouvoir lui associer maintenant le nom du fichier, que nous allons retravailler tout d'abord avec la fonction lcase. Pourquoi lowercase? Pour pouvoir passer toutes ces lettres, ces caractères en minuscules. Et dans le même temps, vous voyez, c'est une imbrication, nous allons exploiter la fonction replace sur ce nom de table pour pouvoir remplacer tous les espaces, car ce n'est pas conventionnel dans un nom de fichier, par des tirets. Suite à quoi nous fermons la parenthèse de la fonction replace et nous fermons la parenthèse de la fonction lcase. Et nous allons bien sûr concaténer ce nom dans ce chemin complet à l'extension du fichier, entre guillemets, il s'agit d'une partie statique qui n'est autre que l'extension CSV. Ensuite, et comme nous le disions, même si c'est un petit peu original, nous allons affecter notre variable même libre grâce à une fonction VBA Access qui se nomme VBA d'ailleurs, pas VBA Access exclusivement, une fonction VBA qui se nomme FreeFile et qui permet cette allocation d'un adressage mémoire, si vous voulez, qui n'est pas encore utilisé si d'aventure vous aviez plusieurs lectures ou inscriptions dans des accès séquentiels qui étaient entrepris en même temps. Il est temps maintenant d'initialiser donc mot-clé set nos variables objets, en commençant par celle qui chapeaute le tout, la variable base qui doit piloter la base de données grâce à la fonction VBA Access, cette fois-ci exclusive, currentDB. Désormais, notre variable base hérite des propriétés et méthodes pour piloter les objets de la base de données en cours
current database. Et dans l'enchaînement, nous allons exploiter justement l'une de ces méthodes à cet objet base. Elle se nomme, vous voyez qu'elle est bien désormais proposée par IntelliSense, Open Record Set. Elle permet d'atteindre les enregistrements d'une table. Quelle est cette table? Eh bien, nous la passons en paramètre non table. Et maintenant, c'est notre objet ENR qui hérite des propriétés méthodes pour piloter les enregistrements de cette table qui est passée en paramètre. Et puis pour finir les affectations, eh bien, nous allons nous occuper de notre variable ligne. C'est elle, souvenez-vous, qui doit restituer ligne à ligne chacun des enregistrements de la table désignée pour reconstruire le fichier CSV avec les délimiteurs. Mais nous souhaiterions qu'il y ait en en-tête les titres, c'est-à-dire les noms des champs, pour que Excel les exploite comme les titres des colonnes. Donc, bien, je les connais, donc je vous les propose. Il y a question pour le premier, car ce sont des tables qui sont dont la vocation est de pouvoir faire des tests, des évaluations par QCM, etc. Il y a choix 1, il y a choix 2, il y a choix 3, il y a choix 4, ensuite il y a... Alors d'ailleurs, même si les noms ne correspondaient pas précisément, ce n'est pas très grave, il faut qu'ils soient explicites surtout. Il y en a un qui se nomme réponse, alors comme il est inscrit en majuscule, je l'inscris en majuscule. Un autre réponse, pourquoi deux fois? Eh bien, il y a la réponse donnée par... le candidat à ce test, et puis il y a la bonne réponse, donc après les deux sont confrontés. Et ensuite, et enfin, il y a le champ image, car parfois il y a des petites icônes ou miniatures qui accompagnent une question, et la réponse doit être donnée par rapport à ce que le candidat voit sur cette miniature. Ensuite, et avant de pouvoir écrire dans le fichier, nous devons le créer selon le chemin reconstruit précédemment. Avec la méthode que nous allons utiliser, s'il n'existe pas, il est créé. S'il existe, son contenu est remplacé par le nouveau. C'est la raison pour laquelle, donc, à la suite du code, mais toujours dans l'instruction conditionnelle, cela va de soi, c'est-à-dire à partir du moment où il y a bien une table à traiter, eh bien, nous allons exploiter notre instruction open qui annonce d'ailleurs le nom du fichier à ouvrir. Dans quel mode? For. Alors, input pour la lecture et output pour l'écriture. Oui, mais à quel endroit? Dans un emplacement mémoire. As, dièse, pour préfixer le numéro. Ce numéro nous a été attribué automatiquement par le code VBA. N'oublions pas, à l'issue du traitement, même si pour l'instant nous ne l'avons pas commencé, de fermer ce fichier pour libérer la mémoire. Et à l'intérieur, d'ores et déjà, nous allons inscrire la première information, c'est-à-dire la ligne d'en-tête, celle des noms des champs. Donc toujours, vous voyez, à cette adresse mémoire qu'il s'agit de rappeler à chaque occasion, pour que, puisqu'il s'agit d'une inscription en mémoire, nous travaillons en mémoire, c'est seulement à la fermeture que tout ce que nous allons inscrire dans la mémoire à cette adresse va être concrétisé en fichier CSV sur le disque. Pour information, une formation VBA Excel consistant à importer et exporter les données, explique toutes ces notions d'accès séquentiel au fichier par le biais de cette instruction open, et puis ce mode d'accès qui peut être output, input ou encore append. Donc, comme nous l'avons dit, nous n'avons pas fini d'écrire. Nous allons continuer d'implémenter cette section. En effet, grâce à l'objet ENR, il est maintenant question d'accéder aux enregistrements de la table. Nous devons les parcourir tous avec une boucle dédiée. C'est ainsi que nous pourrons ajouter les nouvelles lignes dans le fichier, pour recomposer les données de la table au fur et à mesure et au format CSV. Donc, avant l'instruction close, je vous propose tout d'abord de réaliser de nouveau un petit test avec l'instruction conditionnelle sur l'objet ENR avec sa propriété recordCount, qui porte très bien son nom. Elle permet de connaître le nombre d'enregistrements dans la table. Et nous souhaitons savoir, avant de poursuivre, si ce nombre est bien différent de 0. S'il est différent de 0, cela signifie qu'il y a des enregistrements à traiter. S'il y a des enregistrements à traiter, alors nous pouvons procéder à l'inscription, effectivement, des informations, donc, dans notre... dans notre fichier CSV. Alors je suis en train de me dire, voyez-vous que... Alors je reprends un petit peu le fil, qu'il n'est pas impossible que j'ai oublié une instruction, puisque là maintenant, nous devons effectivement engager
notre inscription. Alors non, nous sommes bien, pardonnez-moi pour cette confusion. J'avais un petit peu hésité parce que, tout simplement, je me disais que nous en sommes déjà là, et oui, nous en sommes déjà là, nous avons parcouru un petit bout de chemin ensemble. Bref, donc, dans ce processus d'écriture, pour lequel nous avons déjà inscrit la première ligne, celle des en-têtes, à partir du moment où il existe bien des enregistrements, nous devons parcourir tous ces enregistrements un à un en partant du premier. C'est la raison pour laquelle, et classiquement, comme nous le savons désormais, nous allons exploiter la méthode moveFirst de notre objet ENR, qui place le pointeur de lecture sur le premier de ces enregistrements. Et donc, dans l'enchaînement, nous allons engager une boucle do destinée à les parcourir tous. Je vais la borner tout de suite avec, on va dire, un protocole qui paraît assez original, mais nous en avons l'habitude désormais. Voyez-vous, je vais valider cette ligne do loop until ENR pour les enregistrements .eof. Cette propriété EOF de notre objet ENR signifie end of file. Comprenez que cette boucle va poursuivre son traitement tant que la fin des enregistrements n'est pas atteinte, donc nous allons tous les passer en revue. Et à chaque passage, cela va de soi, alors vous voyez, il ne faudra pas oublier ici, dans cette boucle, après le traitement, c'est-à-dire la récupération des informations, d'exploiter notre méthode moveNext pour pouvoir passer à l'enregistrement suivant dans ce traitement récursif. Mais avant cela, et pour chaque enregistrement, nous devons récupérer les valeurs de champ. Et pour cela, notre objet ENR propose une propriété qui se nomme fields. C'est une collection, sauf que si nous lui précisons le nom du champ que nous sommes en train de convoiter, en paramètres, entre guillemets, il va permettre de pointer directement dessus. En gros, nous récupérons sa valeur, que nous souhaitons associer avec toutes les valeurs des autres champs pour ce même enregistrement, donc un point-virgule, et là, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois ce protocole d'inscription, je vais copier et coller pour atteindre le champ suivant qui se nomme, souvenez-vous, choix1. Cette fois-ci, par contre, il faut être très rigoureux dans la mesure où le code va accéder à ces noms de champs précisément par ces intitulés. S'ils ne correspondent pas, il ne les trouvera pas. Après choix2, il y a choix3, que nous concaténons avec un point-virgule à choix4, c'est-à-dire la quatrième réponse possible, que nous concaténons ensuite, souvenez-vous, avec le champ réponse en majuscule, nous allons être scrupuleux, que nous concaténons avec le champ réponse en minuscule et avec un accent, ce qui n'est pas très conseillé d'ailleurs dans les noms d'objets, les noms de champs, mais ça, ce sont des notions sur lesquelles nous sommes souvent revenus, et que nous concaténons enfin avec le dernier champ, dont nous allons enlever ces derniers assemblages, qui se nomme image, tel que nous avions recomposé les titres pour construire cette première ligne d'en-tête. Maintenant que la ligne pour l'enregistrement en cours est complètement recomposée avec ses délimiteurs, nous devons l'inscrire dans ce fichier CSV. Pour l'instant, nous y travaillons en mémoire, je vous le rappelle, et pour cela, nous avons une instruction qui se nomme print, c'est elle qui permet d'engager à cette adresse mémoire même libre l'inscription de quoi? De la ligne en cours à la suite des autres précédemment inscrits, puisque je vous le rappelle, nous sommes dans un traitement récursif. Pour terminer, nous devons détruire les objets de base de données pour libérer proprement les ressources. Et bien entendu, cette intervention doit survenir après l'écriture finalisée dans le fichier CSV, donc une fois tous les enregistrements traités, c'est-à-dire après le loop, et une fois le fichier terminé, le fichier enregistré, donc après le close. En d'autres termes, donc, ces instructions doivent être inscrites après cette commande, nous l'avons dit, mais toujours dans la première instruction conditionnelle if, puisque c'est seulement sous cette condition, souvenez-vous, que nous souhaitions entreprendre le traitement de l'exportation. Et pour donc, vider ces objets, nous allons commencer par les fermer avec la méthode close pour l'un et l'autre, et dans l'enchaînement, nous allons réinitialiser l'un et l'autre, donc mot-clé 7, sur la valeur nothing. Et grâce à cette valeur, nous allons simplement les vider de la mémoire. Nous allons détruire ces objets, donc nous allons libérer les ressources.
Pour tester le code, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur le formulaire Access, de l'exécuter par exemple avec la touche F5 du clavier, et puis de choisir une table avec la liste déroulante, pourquoi pas Microsoft Access, de cliquer sur le bouton Exporter, et maintenant, si vous affichez le contenu du sous-dossier export, vous notez effectivement la présence d'un nouveau venu, puisque ce sous-dossier était vide, de 19 kg, soit a priori le contenu de la table. Il s'agit bien du fichier CSV fraîchement créé par notre application VBA Access. Et bien sûr, si vous double-cliquez sur ce fichier, constatez-le, il s'ouvre automatiquement dans Excel. Et comme vous pouvez l'apprécier, les données exportées y apparaissent parfaitement structurées. Chaque valeur de champ est inscrite dans une colonne différente. Certes, il convient d'élargir quelque peu ces colonnes pour y voir plus clair, vous voyez, avec une organisation semi-automatisée, mais c'est une évidence. Nous avons bien réussi à procéder à l'exportation structurée sur un format de communication universelle, donc bien ces données de table, par le biais d'un formulaire Access. Et bien entendu, je vais fermer ce fichier Excel. Si vous revenez sur le formulaire, que vous choisissez une autre table, admettons Microsoft Excel, je vous rappelle que ces questionnaires sont obsolètes. Peu importe, ce sont les données qui nous intéressent. Nous cliquons sur le bouton Exporter, c'est instantané. Nous trouverons bien l'exportation CSV de notre table du questionnaire Excel. Nous retrouvons bien nos données structurées, mais ce ne sont plus les mêmes. Effectivement, dans des colonnes distinctes qu'il convient d'élargir pour y voir plus clair. Mais donc, nous avons parfaitement réussi. Et dans le prochain volet, nous poursuivrons ces travaux pour montrer comment commander automatiquement l'ouverture de ce fichier CSV dans Excel juste après l'exportation. J'espère donc que cette nouvelle formation Access vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.